suis à la fois heureux et confus. Heureux d'être ici, d'être avec vous. Heureux d'être à côté de notre maître à nous tous. Et je dis ça sans flagornerie aucune. Je vous prie de le croire. Et je suis confus parce que je tenais à venir, je ne dirais pas incognito, ça serait de la fausse modestie, et la fausse modestie est une tare. On a envie d'être loué abondamment, cela joue faux modeste. Au moment où on est en train de dire mais non, on est heureux in petto d'entendre mais si. Mais en tout cas, je suis venu partager quelques instants privilégiés, apprendre avec vous, apprendre de ce qui se dit, et accédant au désir de Selarbi, j'obtempère et je suis là. Donc je le fais avec plaisir. Je crois comprendre que le thème général de notre séminaire ce soir, c'est la laïcité, c'est la neutralité de l'État, c'est neutralité, espace public. Bon, votre serviteur a quelques idées, pas nécessairement arrêtées, pas nécessairement bien structurées, comme ça a été dit par mes deux prédécesseurs. Donc je le ferai uniquement sur le plan testimonial. Le témoin, le citoyen, l'ami, le corélégionnaire pour certains d'entre vous. Ces derniers temps, je commence à être sérieusement agacé quand on s'adresse à moi comme le musulman. C'est d'abord le citoyen. Je ne tais pas mon appartenance confessionnelle, je ne la mets pas en avant, pas parce que j'en ai pas envie, j'en suis fier, mais à un moment donné, il faut arrêter de personnaliser, singulariser les citoyens au sein de la République par leur appartenance confessionnelle. C'est curieux. Le citoyen est avant tout, je le dis sous l'autorité du juriste, est in abstracto de ses appartenances confessionnelles et autres au sein de l'espace public laïque. Bon, notre présidente a dit à son gré, mais moi je ne serai pas long, peut-être 4 ou 5 minutes, pas plus, au niveau d'une réflexion fondamentale et au niveau peut-être de quelques remarques conjoncturelles ou relevant de ce que nous vivons maintenant. Au niveau de la réflexion fondamentale, et je le dis, même si nous ne serions pas d'accord tout à l'heure, vos réflexions, vos contestations sont les bienvenues. Dans toute situation de conflit, d'incompréhension, de mésentente, il faudrait voir d'abord chez soi, en soi, les manquements. Et comment se fait-il que nous sommes arrivés à cette situation? Parce qu'à titre personnel, je suis agacé aussi des différentes jérémiades, des pleurnicheries, des chicayats, etc. Même si nous subissons, il faudrait voir aussi chez soi, en soi, qu'est-ce qui a fait que nous sommes arrivés à cette situation. Il faudrait le voir. Et le dire avec discernement, lucidité, froideur d'esprit, sans autoflagellation, bien entendu, mais pour pouvoir y arriver. C'est une attitude à la fois morale, éthique, spirituelle, responsable. Et je pense que malheureusement, nous, je ne voudrais pas arriver dans le nous et le eux, etc., mais nous autres citoyens musulmans en France, avons des manquements, et avant tout au niveau de l'éducation, de l'instruction, de l'acquisition du savoir, de la connaissance, de la culture, et nous devons fournir cela à nos enfants. Dussions-nous payer le prix le plus cher? Dussions-nous consentir à tous les sacrifices? Et ça, il y a lieu de polir les âmes, de préparer les esprits à finalement présider à la destinée des musulmans au sein de la République laïque. Nous avons des groupes ultra-minoritaires, epsilonesques, groupusculaires, mais qui malheureusement, par le comportement inacceptable, ignominieux, agissent d'une manière qui dénote sur l'ensemble des musulmans de France, en France, enfin tout ce qu'on veut. Et ça, nous devons le dire. François Mauriac disait « Ce n'est que du dedans qu'une jeune âme probe et intègre puisse aspirer au salut ». Eh bien, nous aspirons à un salut général et public et pour nous tous. Et nous devions même être un exemple transmissible ailleurs en contexte islamique, comme nous le disons d'une manière générale. Je tenais à commencer par ça, parce que c'est une attitude éthique et c'est un devoir que nous devons dire. Ceci donnera davantage de légitimité, nous serions fondés cette fois-ci à récuser, fustiger, dénoncer, condamner tous les propos d'un Claude Guéant,
d'un Nicolas Sarkozy, d'un X, d'un Y, d'une Nadine Morano, d'un Pascal Clément, d'un Gérard Longuet, que sais-je encore, de ceux qui, dans la vie publique, sont en principe tenus de rassembler, eh bien, ils ne le rassemblent pas et ils désignent une frange des citoyens. Il se trouve que cette frange, particulièrement, est celle des musulmans. Et je peux donner des exemples. Quand Gérard Longuet parle du corps traditionnel de la nation, eh bien, je me pose de sérieuses questions. Il n'a jamais évoqué de sa vie cette notion de corps traditionnel de la nation quand il s'agissait d'un Devedjian ou d'un Lelouch ou d'un Estrosi ou d'un Sarkozy ou d'un Martinez. Il l'a invoqué et évoqué pour un Malek Boutier. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal lorsque cela émane d'un responsable qui a une parole qui porte. Quand une Nadine Morano dit « je m'adresse aux musulmans en leur disant de tourner leur casquette et de cesser de parler verlan », si elle avait un brin de jugeote dans son esprit, elle aurait su qu'on peut être musulman et conjuguer les verbes à l'imparfait du subjonctif. Et que le fait de parler verlan n'est pas inhérent à l'islamité, c'est inhérent à une situation sociétale. Et je peux encore donc multiplier les exemples. Quand Nicolas Sarkozy se fend d'une tribune dans Le Monde écrite par son conseiller Guénaud en parlant des accueillis et des accueillants, et que les accueillis ont des devoirs de respect à l'égard des accueillants, eh bien, moi, je me pose de sérieuses questions. Qui est l'accueillant, qui est l'accueilli? Quand la dépouille mortelle sous l'Arc du Triomphe est celle, ah oui, à 80%, probablement d'un soldat de confession islamique, eh bien c'est à lui de se recueillir devant la mémoire de ce soldat et qu'on cesse, et j'arrêterai là ce que j'ai appelé tout à l'heure des jérémiades, et qu'on cesse de systématiquement dire français d'origine. Mohamed Merah, français d'origine algérienne. Et récemment sur France Culture, j'ai dit que j'accepterais cela si on devait dire systématiquement Devedjian d'origine arménienne et Sarkozy d'origine hongroise. Systématiquement dans la presse. Parce que sinon, cette notion même de nation n'a plus aucun sens. Alors, si je dis cela, ce n'est plus en guise de préambule, c'est dans le cœur du sujet, c'est que ces réflexions fondamentales auxquelles je voulais venir, mais j'ai fait un long préambule, c'est pour dire que notre vivre ensemble, qui est déjà dépassé, ça relève du verbiage creux et qui n'a plus aucun sens parce que nous sommes ensemble, mais est-ce que nous vivons dans la confiance, dans la synergie, dans la symbiose, dans l'osmose, ou est-ce que nous vivons dans la défiance et dans le repli, dans la crispation? Malheureusement, c'est ce qui arrive. Et donc, pour dépasser la notion même de vivre ensemble vers comment faire société, comment construire un avenir commun, comment avoir un sens de l'avenir pour nous tous, c'est ce qui dépasse cette notion effectivement du vivre ensemble. Eh bien, à ceux qui nous disent qu'il y a une incompatibilité irréductible entre le fait islamique et la laïcité, ça demandera un colloque ad hoc et nous n'allons pas le faire, on restera uniquement à la 4e de couverture. Je répondrai, je le dirai au conditionnel pour ne pas heurter les esprits qui en sont encore réfractaires, parce que pour moi c'est à l'indicatif. S'il devait y avoir une tradition religieuse qui s'adapterait le mieux à l'idéal laïque et à l'esprit laïque, ce serait bien l'islam. Ah, eh bien oui. En dépit de tout ce qu'on peut raconter, en dépit des inepties, des arguties, et l'argutie est à l'argument ce qu'est le sophisme au raisonnement. En dépit de tout ce qu'on nous raconte, eh bien, la tradition religieuse islamique, du fait même de sa laïcité organique, le jus canonicum reconnaît 2 états fondamentaux, l'état laïque et l'état clérical. Il se trouve que nous n'avons pas un état clérical dans la tradition religieuse islamique. Nous avons des maîtres, il n'y a pas de caste sacerdotale, il y a des imams, mais l'imama n'est pas une consécration, il y a des mouftis, et le moufti n'est pas ordonné, il n'y a pas de prêtrise, il n'y a pas de vie sacramentelle, il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas d'intercesseur. In fine, chaque musulman et chaque musulmane est son propre évêque. Quand on pousse au bout, il n'y a pas celui qui peut vendre des indulgences, il n'y a pas celui qui peut garantir le pardon de Dieu. Donc, in fine, la tradition religieuse islamique est une tradition laïque, au sens canonique du terme.
et au sens même étymologique. Laïcité venant via le grec tardif laïkos, s'enracinant dans le grec ancien laos, qui est une des trois dénominations du peuple. Nous avons laos, ethnos et démos. Eh bien, le démos, c'est la population dans la polis, avec S, dans la cité. L'ethnos, c'est l'ensemble des caractéristiques culturelles et voire religieux. À l'époque, on parlait de la mantique, l'art divinatoire grec pour le peuple. Et le Laos, c'est le bas peuple en opposition par rapport au clerc. Eh bien, encore une fois, il n'y a pas de cléricature de valeur sacrale, consacrée par le divin. Quiconque, pour peu qu'il ait une compétence du savoir, eh bien, peut présider aux destinées de la communauté. Donc, de ce point de vue-là, canoniquement et étymologiquement, il y a une harmonie vers cet idéal de neutralité où l'on n'aura pas imposé son point de vue ou une quelconque vision du monde à autrui, même si on en est convaincu de ses propres orientations métaphysiques et spirituelles. Et donc là, il n'y a pas cette incompatibilité dont on nous parle. Et d'ailleurs, c'est curieux qu'on puisse parler d'incompatibilité entre la laïcité et l'islam, ou le fait islamique, parce que l'islam, le mot est devenu un mot valise ou un mot sac. Parce que si la laïcité se veut comme neutre, ben le neutre n'a pas à être incompatible, ni compatible d'ailleurs. Donc, il y a de telles logorées qui sont débitées à longueur de journée et qui ne résistent pas à la déconstruction. Le mot est un peu à la mode aussi. Je voudrais finir. Je vous ai donné ça comme une assertion, comme une idée, comme une thèse à soutenir ou à contester. Nous verrons si on a le temps aujourd'hui ou une autre fois. C'est que parfois on érige comme une évidence d'une manière apodictique, péremptoire, tranchée, et qui ne résiste pas à l'analyse, à un peu de discernement, un peu d'approche rationnelle, des faits, froide, quand je parle froide, de froideur d'esprit et de recul. Les quelques mots sur lesquels je voudrais finir cette intervention qui m'a été offerte, et je vous en remercie, c'est que malheureusement, donc je reviens encore à notre actualité brûlante, c'est que dans une société démocratique, et qui se veut comme telle, et nous n'avons en France qu'une expérience démocratique, nous n'avons pas encore atteint les idéaux de la démocratie. Celle de Poutine, nous en sommes très en avance, il faudrait le dire, mais devant la Scandinavie, nous sommes très en retard, il faut aussi le dire. Et d'ailleurs, par rapport au XIXe siècle où on se croyait aussi démocrate, on a fait aussi du chemin. Le Tocqueville de l'Algérie n'est pas le Tocqueville de l'Amérique. Et le Jules Ferry de la métropole n'est pas le Jules Ferry des colonies, où l'école n'était ni gratuite, ni laïque, ni obligatoire. Ça sous-entend qu'il y a eu beaucoup de chemin, et ça sous-entend aussi que, comme les choses sont évolutives, eh bien, on verra dans quelques temps que la démocratie d'un Guéant ou d'un Sarkozy, eh bien, n'est pas si démocratique qu'on le pense. Et là-dessus, j'étais en train de dire, y a-t-il meilleur moment pour une société démocratique qu'une échéance électorale? Ça devait être une fête, ça devrait être une joie. Ça devrait être un moment du débat. Ça devrait être aussi l'occasion pour ceux qui veulent être délégataires de la volonté publique de présenter leurs idées. Comment résoudre les différentes crises au pluriel ou la crise totale. L'épithète n'est pas de moi, parce que c'est une crise écologique, économique, politique, une crise morale, une crise de sens, une crise même spirituelle. Eh bien, là-dessus, malheureusement, on se retrouve... Ah ben, très bien, ça sous-entend que votre serviteur était ici depuis un moment. Merci. Merci bien. Je voulais simplement dire que cette fête, qui devait être la fête de la démocratie, eh bien, malheureusement, a été gâchée. A été gâchée longtemps, et a été gâchée aussi par ce qui paraît être une stratégie de communication. Je m'arrêterai uniquement sur l'histoire de la hiérarchisation des civilisations. D'abord, toute généralisation est abusive.
malheureusement. Toute essentialisation est la marque de la démission de l'esprit. Et il n'y a pas pire insulte contre l'intelligence que de confondre l'immémorial avec l'anachronique ou le conjoncturel. Et dans cette notion d'hiérarchisation des civilisations, nous avions eu droit aux trois: la généralisation, l'essentialisation et la confusion entre l'immémorial et l'anachronique. Pour la simple raison, pardon, c'est l'arabe parce que là, moi, je suis connu par mon franc-parler et je l'assumerai jusqu'au bout. Je tenais simplement à dire, dans cette affaire-là, le président du CFCM a écrit une lettre au ministre de l'Intérieur, lui demandant, dans laquelle il disait « J'espère, monsieur le ministre, que vous ne visez pas la civilisation musulmane ». Et comme réponse, le lendemain, sur Europe 1 et sur France Inter, la réponse était « Ah mais bien entendu que je vise ceux qui lapident les femmes, qui les excisent, qui prient dans les rues et qui soutiennent la burqa ». Et donc il n'y a pas pire réponse aussi nette que cette déclaration faite, et notre cher président du CFCM qui dit « Ah bon, puisque c'est comme ça pour nous, la polémique est close ». Eh bien, dans cette réponse, il y a eu généralisation, essentialisation et confusion entre deux ordres. Et j'ai la faiblesse de croire, sans vouloir paraître comme un homme qui caresse un passé mythique et révolu, sans vouloir paraître comme celui qui se pâme de satisfaction devant l'œuvre des anciens. Et ça ne sert absolument à rien pour nous aujourd'hui de dire que nous fûmes grands. Mais tout de même, à un moment donné de l'histoire, il n'y avait que la civilisation. Il n'y en avait pas plusieurs pour qu'on puisse les hiérarchiser. Il n'y en avait qu'une seule. La civilisation, avec grand L et grand A. Et sur une longue durée, de 711, date à laquelle Tariq franchit le détroit des colonnes d'Hercule, jusqu'en 1492, date de la découverte du Nouveau Monde, on ne pouvait parler que de la civilisation arabo-islamique, et le arabo parce qu'elle fut d'expression arabe. De Saragosse au Pampelune, jusqu'aux confins de la mer de Chine, quand on parlait arabe. Je dis quand on parlait science, quand on parlait savoir, quand on parlait droit, quand on parlait philosophie, on parlait arabe. Donc, à un moment donné, il faudrait tout de même arrêter. Mais nous, pour qu'on puisse arrêter, eh bien, il faudrait aussi trouver au sein de la communauté. Longtemps, j'ai cru comprendre qu'il n'y a qu'une seule communauté nationale d'un destin commun. Mais puisque c'est comme ça, eh bien, je parlerai aussi de communauté musulmane. Dussé-je être accusé de communautarisme? Et bienvenue au communautarisme quand il s'agit de dire des choses que nous croyons vraies. Parce que quand je regarde l'Assemblée nationale, elle est communautariste. Quand je regarde le collège des recteurs d'académie, c'est communautariste. Quand je vois l'état-major des armées, c'est communautariste. Donc de ce point de vue-là, je le dis, parce qu'il y a lieu aussi d'avoir une autre idée de la République, une autre idée de la démocratie pour nous tous, eh bien nous nous sortirions de l'ornière, et pour que nous ne soyons pas toujours dans le discours imprécatoire ou dans la présentation incantatoire, encore des versets détaillés et qui dit en substance « La bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair ». Rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait se transformer en ami et protecteur chaleureux. Le verset se poursuit par mais ceci n'est le privilège que de celui qui sache faire preuve de patience dans l'adversité. Et donc à nous aussi de faire preuve de patience dans cette adversité, mais aussi de trouver les ressources en nous-mêmes pour que nous sortions d'une situation qui, finalement, nous subissons. Eh bien, nous n'avons plus à subir les événements, mais à en être les acteurs. Et ça, il faudrait aussi trouver les ressources. Trouver les ressources, et encore une fois, je vous prie de croire que je ne le dis pas par flagornerie, et combien même, et je l'assumerai, parce que j'ai une tendresse et une affection pour Salah Al-Bikshat. Eh bien, avec des hommes, des hiérarques comme lui, pas ceux qui s'aplatissent, pas ceux qui applaudissent, pas ceux qui n'osent absolument pas dire ce qu'il y a lieu de dire, et a fortiori dans un État qui se prétend laïque, où la
déconnexion du temporel avec les spirituels ne permet pas qu'on les convoque et qu'ils aillent en courant place Beauvau ou ailleurs, ou qu'on reçoive le président candidat avec je ne sais trop quoi, rappelant un peu les colonies. Et à un moment donné, il faut savoir dire stop, et surtout dans ces situations-là. Il faut le dire stop, mais sans acrimonie, sans prêter le flanc, sans violence, sans aigreur. Il faut le dire avec intelligence, une intelligence hybride, celle du cœur et celle de la raison, celle de la dignité, celle de l'ouverture à autrui, celle du respect pour quiconque, y compris celui de la différence et de la divergence dans le débat. Bon, j'ai assez parlé comme ça. Merci de m'avoir écouté et merci de m'avoir offert aussi ce moment alors que je suis venu plutôt vous écouter. Merci, Président. Merci.